Imaginez un instant qu'on puisse trouver un interrupteur dans notre cerveau pour, hop, étendre l'anxiété. Ça semble un peu de la science-fiction, non? Eh bien, c'est un peu le principe derrière les anxiolytiques. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la chimie fascinante qui se cache derrière ces médicaments. Alors la grande question, c'est bien celle-ci. Comment on fait concrètement pour apaiser un cerveau qui s'emballe? C'est cette interrogation fondamentale qui a mené à la découverte d'une classe de médicaments qui a, il faut le dire, complètement changé la psychiatrie. Ok, alors avant même de parler de médicaments, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Notre cerveau, il a déjà son propre système pour se calmer, pour garder l'équilibre. C'est un peu comme s'il avait des freins intégrés, voyons un peu comment ça marche. Et voilà le chef d'orchestre du calme dans notre tête, le système GABA. Pensez-y vraiment comme à la pédale de frais naturel du cerveau. Son rôle, c'est de s'assurer que les choses ne s'emballent pas, de calmer les signaux nerveux pour éviter la surchauffe. Et le mécanisme est d'une élégance folle. Le GABA, cette petite clé naturelle, vient se fixer sur sa serrure, qu'on appelle un récepteur. Et quand il le fait, hop, ça ouvre un canal. Des ions chargés négativement peuvent alors entrer dans le neurone. Résultat, le neurone est moins excité, il a moins de chances de s'activer. C'est ça le freinage naturel du cerveau. Bon, ce système est bien fait, mais parfois il est dépassé. L'anxiété est trop forte. Alors que se passe-t-il dans ce cas? Eh bien, c'est là qu'intervient une découverte faite un peu par hasard dans les années 50 et qui a absolument tout changé. Et cette découverte, c'est celle des benzodiazépines, ou BZD pour les intimes. C'était chez Hoffmann-La Roche et franchement, ça a été un tournant majeur en pharmacologie. Avant, on avait des traitements comme les barbituriques qui étaient bien plus dangereux. Là, on avait enfin quelque chose d'efficace, rapidement et avec beaucoup moins de risques. Alors, le secret de leur fonctionnement est vraiment génial. Les benzodiazépines, elles n'appuient pas elles-mêmes sur la pédale de frein. Non, elles sont beaucoup plus subtiles. Le terme technique un peu barbare, c'est modulateur allostérique positif. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien, elles viennent se fixer sur le récepteur, mais à un autre endroit que le GABA. Et en faisant ça, elles rendent le récepteur hypersensible au GABA qui est déjà là. C'est comme installer un turbo sur la pédale de frein. Donc si on récapitule, un signal nerveux arrive. Le GABA, notre frein naturel, se fixe pour calmer le jeu. Et là, la benzodiazépine, qui est juste à côté, donne un énorme coup de pouce. L'effet de freinage est démultiplié, ce qui laisse entrer beaucoup plus d'ions négatifs. C'est ça qui est si efficace. Elles ne créent pas un calme artificiel, elles amplifient le processus naturel du corps. Ok, on a compris le mécanisme général. Mais alors, une question se pose. Pourquoi est-ce qu'il existe autant de benzodiazépines différentes? Diazépam, lorazépam, etc. Si elles font toutes plus ou moins la même chose, à quoi bon? Eh bien, tout est dans les détails, de minuscules ajustements chimiques. C'est un peu comme si les chimistes étaient devenus des maîtres serruriers. En modifiant juste un tout petit peu la structure de la molécule, ils ont réussi à créer différentes clés. Des clés qui vont agir plus ou moins vite et plus ou moins longtemps. Et ça permet d'adapter le traitement à des besoins très spécifiques, que ce soit pour une crise de panique ou pour une anxiété de fond. Et pour comprendre ces différences, un concept est absolument clé, la demi-vie. C'est tout simple, c'est le temps qu'il faut au corps pour éliminer la moitié du médicament. Et ça change tout. Une demi-vie ultra courte, comme le midazolam, c'est parfait pour une sédation rapide avant une opération, car l'effet s'estompe vite. A l'inverse, une molécule comme le diazépam, avec sa demi-vie très longue, va assurer une couverture stable et continue, idéale pour une anxiété persistante. Et ça va même plus loin. Regardez la différence de parcours dans le corps entre le diazépam et le lorazépam. Le diazépam, c'est un parcours complexe, il est transformé plusieurs fois dans le foie, créant d'autres molécules qui sont elles-mêmes actives. Ça prolonge ses effets. Le lorazépam, lui, c'est une voie beaucoup plus directe, il est préparé pour l'élimination bien plus simplement. Résultat, une durée d'action plus prévisible et moins d'accumulation, ce qui le rend plus sûr pour certains patients. Bon, jusqu'ici, ça a l'air presque d'un médicament miracle. Mais il y a un mais, et il est de taille. Ce pouvoir remarquable a un prix, et des risques qu'il faut absolument connaître. Parce qu'on ne parle pas ici de petits désagréments. Le vrai danger, avec un usage prolongé, c'est que le cerveau s'habitue. Il développe d'abord une tolérance. Il faut des doses de plus en plus fortes pour le même effet. Puis vient la dépendance. Le corps ne peut plus fonctionner normalement sans la molécule. Et à l'arrêt, c'est le sevrage, qui peut être très difficile. C'est le revers de la médaille. Et c'est précisément pour toutes ces raisons que les recommandations médicales actuelles sont très claires. L'usage des benzodiazépines devrait idéalement être limité à une période courte, entre 4 et 12 semaines au maximum. C'est une béquille pour passer un cap difficile, pas une solution à long terme.
Alors, face à ces risques bien réels, la communauté scientifique ne reste évidemment pas les bras croisés. La recherche s'active pour trouver des alternatives, des solutions plus sûres et mieux ciblées. Et le futur du traitement de l'anxiété, il ressemble à ça. On s'éloigne de l'idée d'une seule pilule miracle. C'est d'une approche beaucoup plus globale. Bien sûr, on cherche de nouveaux médicaments plus sélectifs, mais regardez la part la plus importante, les thérapies non pharmacologiques. C'est un vrai changement de paradigme. Et c'est un point vraiment essentiel. Des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale, la méditation de pleine conscience ou même une activité physique régulière, ce ne sont pas juste des petits plus. Pour de nombreux troubles anxieux, des études très sérieuses ont montré une efficacité égale, voire supérieure aux médicaments. Et l'avantage énorme, bien sûr, c'est qu'il n'y a ni dépendance ni accoutumance. Au final, toute la quête de la recherche moderne, c'est la quête de la précision. L'objectif ultime, c'est de réussir à garder cet effet calmant, cet effet anxiolytique, mais en se débarrassant de toutes les complications, la somnolence, les troubles de la mémoire, et surtout, ce fameux risque de dépendance. Ce qui nous laisse avec cette question, qui est vraiment au cœur de la recherche en neurosciences aujourd'hui, est-ce qu'on arrivera un jour à concevoir l'anxiolytique parfait, celui qui apporterait tout le calme, mais sans aucun des coûts associés? C'est un défi immense, mais c'est aussi ce qui pousse la science à innover pour un avenir avec des traitements de santé mentale toujours plus sûrs et plus efficaces.